m'appelle Cheikh Diagne. Je suis logisticien et également je suis très actif dans la recherche et dans tout ce qui est activité ayant pour but donc de promouvoir la logistique, mais également surtout plus précisément donc le secteur maritime et portuaire. C'est dans cette perspective que j'ai jugé utile donc de venir présenter ce thème qui est un thème d'actualité et qui nous concerne tous et qui vraiment devrait donc nous permettre donc de camper le débat et également d'orienter les différentes pistes de recherche afin donc de rendre notre plateforme portuaire beaucoup plus compétitive. Donc sans plus tarder, je vais démarrer donc ma présentation. Donc la présentation va s'articuler autour des points suivants. D'abord, donc on va lister le patrimoine maritime du Sénégal en citant les différents ports que l'on retrouve sur le territoire. Ensuite, faire une petite analyse donc du trafic portuaire suivant les segments pour jauger un peu le niveau de compétitivité donc des ports sénégalais vis-à-vis des ports de la sous-région. Ensuite, faire basculer sur les stratégies portuaires donc qui sont à l'étude ou bien qui ont été déjà mises en œuvre. Donc, afin donc d'accroître donc notre capacité portuaire. Donc, d'abord, je vais parler du positionnement stratégique du Sénégal. Ensuite, définir le contexte et les enjeux qui y gravitent, les objectifs et ensuite les axes de développement. Donc, d'abord, le Sénégal, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, qui se trouve entre la Mauritanie et la Guinée, et bordé d'une part par l'océan Atlantique et à l'ouest. Donc, et à l'ouest, on a le Mali et une partie de la Mauritanie. Au sud, on retrouve la Guinée-Bissau et la République de Guinée. Donc, on a un littoral maritime qui s'étend sur 530 km de long. Donc dans ce littoral, nous avons la grande côte, on a la petite côte et ensuite on a une autre zone constituée par des mangroves. Donc jusqu'au sud au niveau de Cap Skirring. Donc ce potentiel maritime regorge d'importantes opportunités. Donc récemment, nous avons pu, on a constaté donc dans la presse, on a eu des échos donc de découvertes donc de ressources pétrolières et gazières qui devraient entrer en production donc en 2022. Donc déjà là, c'est un potentiel énorme et qui pourrait booster la croissance économique du Sénégal. Et aussi permettre un peu à l'économie de se diversifier, puisque la plupart donc de notre PIB est constitué, donc nous sommes une économie de services. Donc cela nous permettra donc d'accroître donc nos possibilités donc d'entrée de devises et également donc pouvoir financer différents programmes de développement, que ça soit sur le plan politique, économique plutôt, et social, éducatif. Ensuite, on a aussi un autre secteur d'activité, donc le potentiel touristique qui est quasi inexploité, donc à mon avis. Et ce potentiel-là donc pourrait permettre de développer un segment du transport maritime si les autorités mettent en place les politiques et également décident d'y consacrer des moyens donc pour exploiter donc cette opportunité-là. Donc si vous pouvez passer à la... Donc pour ce qui est du Sénégal, actuellement, notre potentiel maritime, si on se concentre sur l'existant, on a un port principal qui est le port autonome de Dakar, donc
qui polarise un trafic d'environ 15 millions de tonnes de marchandises annuelles. Donc ça, c'est une performance négligeable. En plus de cela, donc, nous avons le port de Kaolack. Nous avons aussi le port de Lignane et également le port de Ziguinchor. Récemment, donc, les autorités ont décidé donc d'accroître les capacités portuaires, donc en investissant dans un projet portuaire qui se trouve à ce niveau, donc le port de Nakhonga-Foundiougne. Ce port a pour vocation principale donc de booster le trafic d'interland, plus précisément avec la République malienne. Donc pour réduire les distances et aussi accroître le temps d'amélioration, donc le temps de traitement, donc le délai de traitement donc des marchandises au niveau du port. Pourquoi? Parce qu'il y a une concurrence féroce entre ports de la sous-région et le port d'Abidjan actuellement envoie régulièrement des délégations au Mali pour shipper ce trafic. Mais heureusement, donc, le Sénégal, donc, grâce à sa position géographique exceptionnelle, donc, jouit de certains avantages comparatifs qui font que les chargeurs maliens donc, ont décidé donc, de positionner un trafic de plus de 60% au niveau du port de Dakar. Mais cela ne doit pas nous pousser à dormir sur les lauriers et nous devons donc améliorer l'existant. Et c'est ce qui explique en partie donc l'édification de ce port-là. Et aussi ce port aura pour objectif également donc d'accroître le trafic passager avec des escales prévues pour les nouveaux bateaux acquis récemment, Agen et Diambogne, donc qui sont actifs sur la liaison maritime Dakar-Ziguinchor. C'est bon. Le port autonome de Dakar. Donc le port autonome de Dakar dans l'espace UEMOA, c'est le deuxième plus grand port, avec un trafic annuel de plus de 15 millions de tonnes. Donc c'est un port qui est idéalement placé donc à l'intersection des grandes routes maritimes, un port qui offre aux différents armateurs donc de nombreuses opportunités et qui y ont incité ces derniers à dérouter une très grande partie de leur trafic. Donc je peux prendre l'exemple de Grimaldi, donc, qui fait plus de 200 navires par an. Donc 200 escales à Dakar, donc déjà ça c'est quelque chose d'énorme. Et également aussi l'arrivée de nouvelles compagnies maritimes de lignes régulières. Donc, ce qui montre un peu la compétitivité de la plateforme portuaire sénégalaise et cela aussi renforcé donc, par ses atouts nautiques, étant donné que les armateurs gagnent du temps en faisant escale à Dakar grâce à la marée, donc, qui est assez stable contrairement à certains ports de la sous-région. Donc, au niveau de ce port, nous avons un terminal à conteneurs donc, concédé à l'opérateur émirati Dubai Port World. Donc le terminal donc, qui a atteint en 2017 un trafic annuel de 570 000 EVP. Donc ensuite de cela, nous avons le terminal roulier au niveau du Môle 2, donc concédé au groupe Bolloré pour une durée de 25 ans avec des investissements de l'ordre de 90 millions d'euros donc, sur les 25 ans. Donc nous avons le terminal vraquier concédé à Necotrans aussi pour une période de 20 ans. Donc Necotrans qui opère ce terminal via donc, sa filiale TVS, Terminal Vraquier du Sénégal. On a aussi des terminaux polyvalents au niveau du Môle 1, du Môle 3, du Môle 4. Également, le wharf pétrolier donc attribué à l'opérateur belge Sea Invest. Aussi, on a un port de pêche et au niveau de ce port de pêche, donc, on y retrouve en dehors des quais dédiés à l'accostage, des usines bord à quai, c'est-à-dire après la pêche, il y a des unités de transformation de produits halieutiques et dès que c'est transformé,
C'est embarqué à bord d'un navire donc pour différentes destinations à travers le monde. Ensuite, on a aussi à Dakar le plus grand atelier de réparation donc naval de la sous-région devant Carena. On a une distribution park, donc la plateforme de distribution qui se trouve à quelques encablures du port de Dakar. On a aussi un port sec au niveau du Mali qui s'appelle les ANSEMA, les entrepôts sénégalais du Mali, et une zone militaire. Et à ce port sec, donc, il faut ajouter donc, des terminaux off-dock que l'on retrouve un peu partout dans l'environnement donc, périportuaire. Et ces terminaux off-dock donc, sont exploités par des compagnies armatoriales via leurs filiales. Donc, je peux citer l'exemple de APM Terminal, opéré par, qui est une filiale donc, du groupe Arnaud Peter Maersk. Ensuite, on a le terminal à conteneurs de Dakar, filiale de CMA CGM, le terminal des opérations maritimes, filiale de MSC, etc. Donc, vous pouvez... Donc là, vous avez un aperçu donc, du trafic au niveau du port autonome de Dakar. Donc on a réalisé donc, plus de 2700 escales. Donc 2700 escales constituées par des navires de transport de passagers, des navires de transport de marchandises. Donc parmi ces navires de transport de marchandises, on peut citer deux services maritimes. Le service de ligne régulière, qui représente environ 50% donc, du trafic global, et le trafic tramping, c'est-à-dire les navires vagabonds qui vont de port en port au gré des opportunités de chargement donc, qui s'offrent à eux. Ensuite, on a traité plus de 15 millions de tonnes de marchandises, donc là c'est une performance remarquable. Et ceci même, je dirais, a été le point, l'élément déclencheur en fait, a poussé donc les autorités à accélérer les différentes réformes, de même que les programmes d'investissement pour accroître les capacités d'accueil et de traitement de marchandises au niveau du port de Dakar. Donc, pour les embarquements, bon, je m'excuse, donc on a 3 800 000 métriques tonnes pour embarquement et 11 200 000 tonnes côté débarquement. Donc le trafic est réparti comme suit. Donc pour le trafic de transit, on a environ 8,5 millions de tonnes. Le trafic import est autant pour moi. Le trafic export, nous avons plus de 3 millions de tonnes. Le trafic de transit qui tourne autour de 2 900 000 tonnes. Et le trafic malien représente plus de 80% donc, de ce trafic de transit. Donc les Maliens sont vraiment des clients à ne pas négliger et vraiment qui poussent donc d'autres ports de la sous-région à vouloir s'approprier ce trafic-là. Ensuite, on a le trafic de transbordement donc, qui s'établit à 98 000 donc, tonnes. Ensuite, ici, vous avez, depuis plusieurs années, en fait, avant la concession du terminal à conteneurs à Dubaï Port, le port autonome de Dakar était à 425 000 EVP par an. Donc 450 000 EVP répartis entre les trois opérateurs du terminal de l'époque qui étaient Jetma, Maersk et SDV, le groupe Bolloré, et aussi Grimaldi, Messina et les autres compagnies. Mais là, avec l'arrivée de Dubaï Port, donc il y a eu des changements. Le trafic malheureusement a baissé, donc s'établissant autour de 345 000 tonnes. Depuis lors, on stagnait autour de ce chiffre-là. Mais à partir de 2013, on a noté une augmentation régulière du trafic. Donc là, 2013, on était à 454 000. 2014, 458 000 tonnes. EVP plutôt, si je ne me trompe pas.
2005, 2015, on a atteint 525 000 EVP. 2016, à peu près le même chiffre. Et en 2017, donc, nous nous sommes retrouvés avec donc 579 000 EVP. Et pourtant, le terminal à conteneurs est dimensionné pour absorber un trafic journalier de 10 000 EVP. Donc, ce qui veut dire que, compte tenu de ces chiffres-là, il y a un problème, c'est-à-dire l'infrastructure est devenue saturée. Et il faut trouver donc des solutions alternatives. Pourquoi? Parce que que ce soit les transitaires, les armateurs, ou manutentionnaires ou autres acteurs donc de la logistique portuaire se sont rendus compte des phénomènes de congestion récurrentes. Donc en 2016 et en 2017, cela s'explique par le fait qu'il y avait le taux de rotation des conteneurs donc au niveau du terminal était vraiment très bas, ce qui fait que il y avait toutes les places étaient occupées, les navires qui devaient faire escale à Dakar avaient des problèmes pour débarquer une partie de leur cargaison et aussi des lenteurs étaient observées aussi dans le process de livraison et cela avait un impact négatif donc sur le coût de revient total de la marchandise. Parce que si le taux de rotation est vraiment très bas, vous allez vous retrouver avec des extra-charges, des surestaries, des magasinages. Et ça s'est répercuté sur l'activité des transporteurs qui n'était plus rentable. Et on a vu, donc observé des grèves, etc. Donc juste pour dire que l'investissement dans un outil portuaire moderne pour accroître nos capacités d'accueil, que ce soit de navires et de marchandises, s'impose. Également, au niveau du terminal, pas accueillir des porte-conteneurs post-Panamax et donc à partir des porte-conteneurs post-Panamax. Donc, pour devenir un hub sous-régional incontesté sur certains trafics, il fallait investir sur un nouvel outil portuaire. Donc là, d'abord, avant de parler de la stratégie, on va parler du positionnement du port, des ports sénégalais. Donc vous voyez, le Sénégal est idéalement placé, surtout sur le trafic Europe, Amérique du Sud. Donc on est bien positionné sur ce trafic et également des possibilités s'offrent dans le cadre du feedering, mais aussi Dakar peut s'inspirer donc des exemples d'Anvers donc pour devenir une plateforme de référence en polarisant donc un important trafic aussi bien de vrac, de conteneurs que de marchandises générales, mais aussi être une place de référence donc pour des services portuaires à haute valeur ajoutée comme l'avitaillement des navires, la réparation navale et peut-être même nous inscrire actuellement dans la sous-région. On n'en voit pas dans la réparation de conteneurs qui est une niche considérable. Donc là, le transport maritime, pour résumer, c'est plus de 90% des échanges commerciaux internationaux. Donc plus de 7 milliards 500 millions de tonnes métriques de marchandises passent par les ports. L'Asie de l'Est, c'est-à-dire la zone qui regroupe le Japon, donc la Corée avec Busan, la Chine avec les ports d'Dalian, de Shanghai, de Ningbo, de Qingdao, Hong Kong, etc. Donc regroupe les plus grands ports mondiaux. Et si on prend les 10 premiers ports mondiaux, les 7 sont des ports qui viennent d'Asie du Sud-Est. Donc actuellement, ils dominent, je dirais, les échanges portuaires. Et cela s'explique par la raison. Donc par cette raison, en fait, les phénomènes de délocalisation donc, de la production industrielle donc, justifient amplement donc, ces
performance portuaire. Et à cela s'ajoute que les Chinois donc, mettent des moyens considérables donc, pour se mettre à niveau et aussi répondre à la demande mondiale également. Et pour eux, cela passe donc par l'investissement dans les infrastructures de transport. Donc d'abord, ils ont commencé par le maritime et actuellement, il y a un important projet donc, pour redynamiser les routes de la soie, le projet du One Belt, One Road doit relier l'Asie du Sud-Est à l'Europe via un réseau d'autoroutes, des liaisons ferroviaires et aussi des liaisons maritimes. Donc le contexte, comme je le disais tantôt, on constate une augmentation sans cesse croissante du trafic portuaire. Résultat, les infrastructures n'arrivent plus à absorber tout ce trafic. Ensuite, le niveau de saturation des infrastructures, donc, on a atteint le niveau maximum. Donc, il faut soit investir, se restructurer ou bien disparaître. Donc, c'est la logique économique du moment avec le phénomène de mondialisation. Ensuite, on a certaines infrastructures qui sont vieilles, qui nécessitent une mise aux normes. Donc, par rapport à la technologie armatoriale existante en ce moment et aussi par rapport aux évolutions observées en matière de sécurité portuaire, mais aussi les exigences de sûreté. On a aussi un potentiel inexploité avec le port de Ziguinchor. Donc ça, c'est mon avis. Bon, je le partage. Ziguinchor est idéalement placé. Déjà, je dirais c'est le grenier du Sénégal. Et c'est un port que les autorités pouvaient valoriser en le spécialisant uniquement sur le trafic donc, des produits horticoles, le trafic fruitier, tout ça. Donc, et aussi en développant donc, l'activité agro-industrielle donc, dans ce domaine donc, pour, je dirais, servir donc, différents pays qui se trouvent autour de nous. Malheureusement, donc, ce potentiel-là n'est pas valorisé. Et la prise de conscience est faite et il y a un programme qui a été mis en place donc, pour booster le trafic de ce port. Ensuite, il y a des découvertes d'hydrocarbures, le développement, découverte d'hydrocarbures, pétrole et du gaz. Le wharf pétrolier du port de Dakar ne pourra pas absorber tout ce trafic et les coûts logistiques risquent d'être vraiment élevés. Parce que le gaz qui se trouve, donc, le champ pétrolier Tortue Nîmes, je pense, qui se trouve, oui, voilà, qui se trouve entre la frontière, au niveau de la frontière sénégalo-mauritanienne. Donc, si on doit, après extraction, embarquer sur des GNL, sur des navires de type LNG, gazier de type LNG, pour les acheminer jusqu'à Dakar, ensuite exporter, ce n'est pas intéressant. Et actuellement, même, il y a un très grand projet qui a été confié au groupement Eiffage Marine et Saipem, donc pour construire une plateforme, je dirais un apport pour pouvoir mettre stock et storage offloading. Donc ce sont des unités flottantes de production et de stockage et à part embarquer sur des navires gaziers pour exporter. Donc là, le développement minier. Donc récemment, on parlait des fers de la Falémé, donc qui viennent d'être octroyés donc à des Turcs. En plus de cela aussi, il y a d'autres activités minières qui se développent dans le Sénégal oriental. Et aussi le phosphate, l'exportation de phosphate, mais aussi des sables titanifères avec Grande Côte Operation.
Ensuite, les exportations donc, sont en hausse actuellement, surtout dans le domaine donc, de la pêche, mais aussi de tout ce qui est horticulture. Donc, il faut aussi équilibre territorial. Toutes les activités donc, sont concentrées au niveau de la région de Dakar. Dakar étouffe. Donc, il faut libérer un peu la capitale, mais aussi promouvoir le développement de certaines régions du Sénégal donc, et qui sont bien grâce à ce potentiel maritime-là qui devrait bien sûr profiter donc, de cette manne à venir. Ensuite, la concurrence sous-régionale. Actuellement, il y a un phénomène qui est à la mode. Donc, tous les ports de la sous-région veulent devenir des hubs. Mais tous ne seront pas des hubs. Dakar, position géographique exceptionnelle, pourrait le prétendre. La Côte d'Ivoire, le port d'Abidjan, il l'est actuellement. Pointe-Noire a fait beaucoup d'efforts en ce sens également. Mais pour donc, face à ces ambitions concurrentes, le port de Dakar doit se mettre à niveau. Sinon, les autres plateformes portuaires n'hésiteront pas à nous damer le pion. Et les armateurs profitent donc, de cela pour déstabiliser ou conforter la position d'un port au niveau de cette hiérarchie-là. Donc, les objectifs, faire du Sénégal un hub portuaire à la croisée des grandes routes maritimes, déjà. Donc, soutenir le développement économique dans tous les secteurs productifs, donc en facilitant bien sûr l'écoulement à l'import qu'à l'export, doter le pays d'outils logistiques modernes et évolutifs. Bon, pourquoi évolutif? On a vu, bon, les spécialistes qui sont là peuvent en témoigner, avec le port de Dakar qui ne peut pas évoluer malheureusement. On a beau faire des investissements, mais on ne peut pas accroître les capacités parce que son positionnement au niveau de la ville, malheureusement, pose problème. Donc, le port est entouré donc, de bâtiments, etc. Donc, là, il devient bon, quasi impossible de faire des extensions. Donc, à la hauteur de ces ambitions de développement, soutenir les activités logistiques connexes, donc permettre aux différents acteurs de la communauté portuaire, transitaires, manutentionnaires, avitailleurs, consignataires de navires, transporteurs terrestres, donc de pouvoir profiter de cet outil-là, donc pour eux aussi, donc accroître leurs revenus aussi. Donc favoriser une distribution rapide et efficiente vers l'interland. Donc notre interland naturel c'est le Mali. Plus de 80% donc du trafic de transit donc a comme destination finale le Mali. Compte tenu de la concurrence de nos frères ivoiriens donc qui sont tout le temps au Mali donc pour décrocher, a envoyé des délégations composées de ministres de tous les grands directeurs pour décrocher ce trafic-là. Donc on a intérêt donc à réaliser donc des ajustements donc de notre infrastructure portuaire et aussi dynamiser les échanges commerciaux vers un marché plus large. On a des industries qui sont là, des sociétés de négoce très performantes. Et ces sociétés, le marché sénégalais est devenu maintenant étroit. Il faut s'exporter. Mais pour cela aussi, il faut mettre en place les mécanismes qui vont permettre à ces derniers donc, de pouvoir s'exporter dans les meilleures conditions, d'accroître leur part de marché. Et cela passe d'une part donc, par les activités logistiques, de surcroît donc les activités portuaires. Donc à long terme, soutenir la création d'une flotte moderne et compétitive. Avec donc, si on a une infrastructure moderne, très compétitive, alors que donc à côté, nous n'avons pas donc une flotte
également. Donc, c'est pas du tout intéressant dans ce cas-là. Donc, vous avez pu observer avec l'aéroport, l'État donc a fait tout son possible pour que Air Sénégal SA démarre en même temps que l'aéroport. Donc, cette infrastructure, ces différents projets n'auront de sens que aussi si on parvient donc à vraiment mettre en place une compagnie maritime donc qui pourrait s'activer avec grâce aux différentes stratégies qui seront déployées sur peut-être le feedering et le cabotage sous-régional qui sont encore surtout le cabotage sous-régional qui est un créneau donc inexploité. Et ensuite contribuer aux équilibres entre les territoires. Donc les axes de développement. Donc on a différents projets d'extension. Donc déjà il y a le port de Ziguinchor. Actuellement il y a 2 ans il y avait des travaux donc de dragage. Aussi la mise aux normes de l'infrastructure et de l'outillage. Donc pour pouvoir faire du port de Ziguinchor le deuxième port donc international de Dakar. Si vous avez suivi l'actualité il y a environ 6 mois, le COSEC vraiment a fait beaucoup d'efforts dans ce sens avec l'exportation de l'anacarde qui passait par la Gambie, par le port de Banjul. Donc le COSEC avec l'armateur Maersk ont trouvé donc un terrain d'entente pour acheminer un navire donc qui était chargé donc de transporter de Ziguinchor à Dakar 263 conteneurs d'anacarde. Donc déjà là c'est un pas important, mais ce serait mieux si on avait des infrastructures qui permettent donc à ces porte-conteneurs de 2000 EVP de pouvoir accoster au niveau du port de Ziguinchor et donc de toutes les commodités donc pour plus d'efficacité et d'efficience donc durant l'escale. Donc le port, au niveau du port de Kaolack, donc il y a des travaux de dragage qui sont prévus, l'augmentation donc de la profondeur donc du bassin, l'agrandissement et la rénovation de la superstructure, c'est-à-dire tout ce qui est hangar et terre-plein, et la construction également de nouveaux quais. Ensuite, il y a l'aspect ville et port aussi, l'intégration du port autonome de Dakar dans son environnement urbain. Donc, cela va, il va sans dire que donc il y a donc un certain nombre de trafics comme le trafic de vrac qui vont donc être transférés vers d'autres ports et donc utiliser donc cet espace qui reste donc pour des aménagements immobiliers et tout. Il y a déjà le port de donc il y a ce projet-là. Les prochaines. Ensuite, on a les nouveaux projets portuaires, le port minéralier de Bargny-Sendou, un port qui sera érigé donc sur une surface de 484 hectares, un coût estimatif de 290 milliards de francs CFA, un port composé de 2 terminaux, un terminal pour les vracs liquides et un terminal pour les vracs secs, et ensuite plus une zone industrielle. Donc c'est un modèle de partenariat public-privé, un projet qui sera entièrement financé depuis études jusqu'à la réalisation complète par la société Sénégal Minergie Port. Ensuite, il y a le port de Ndayane, donc qui s'articule autour de 3 phases. D'abord, il était prévu, donc c'est le port du futur en fait. Il était prévu de construire à côté donc, de la digue nord, d'adosser à la digue nord du port autonome de Dakar, donc un nouveau terminal à conteneurs. Mais finalement, donc réaliser un port en eau profonde, mais bon, finalement il a été décidé
donc de déplacer le projet à une cinquantaine de kilomètres. Donc la phase 1 portera sur l'édification d'1 kilomètre de quai, 70 hectares de zone portuaire, 150 hectares de zone logistique et zone franche. Ensuite, la phase 2, 1,5 km de quai additionnel, 100 hectares de zone portuaire, 150 hectares de zone logistique et zone franche. Et la troisième phase, 1 km de quai additionnel, 70 hectares de zone portuaire, 150 hectares de zone logistique et donc une zone franche. Donc, et la phase 4 aussi, même chose. Tout cela donc suivant donc l'évolution qui sera observée au niveau du trafic de conteneurs. Donc en voyant donc les différentes phases du projet, donc nous constatons que nos activités portuaires, de même que le concessionnaire Dubai World, ces deux parties sont vraiment très optimistes pour les perspectives de développement donc portuaire. Donc, en sus de ces nouveaux portuaires, il y a un autre projet, bon, c'est dans le moyen, voire le long terme, un port, la construction d'un nouveau port multi-usage à Kaolack. Donc, port en eau profonde gagné sur la mer, avec l'édification d'un complexe industriel, la construction d'un terminal pour les hydrocarbures, c'est-à-dire pour répondre à la demande dans ce secteur, mais aussi pouvoir favoriser, permettre aussi donc, à la centrale électrique de Kahone donc, de disposer d'espaces de stockage donc, des hydrocarbures donc, pour la production électrique. Ensuite, dans la région de Ziguinchor, la construction d'un port de pêche à Boudoli. Donc, la région de Ziguinchor aussi regorge d'un potentiel halieutique vraiment énorme. La construction d'un terminal d'hydrocarbures donc d'une capacité de 16 000 tonnes. Ça aussi pour répondre à la demande au niveau du sud du pays. Donc, pour financer ces projets, donc, il y a 4 options qui sont retenues. Donc, il y a le budget de l'État. Tous les ans, donc, il y a un montant donc, qui sera booké dans ce budget et qui sera destiné donc, à la réalisation de ces infrastructures. La contribution du COSEC et d'organismes portuaires. Donc, il y a une taxe, un prélèvement COSEC de 0,4% qui est prélevé sur toutes les importations de marchandises au Sénégal. Donc, cette taxe sert au financement donc, des infrastructures maritimes au Sénégal. Donc, c'est ce qui explique en quelque sorte cette taxe-là, mais aussi la promotion des activités des chargeurs sénégalais aussi. Ensuite, il y a les organismes portuaires. Par exemple, je peux donner l'exemple de l'autorité portuaire, le port autonome aussi, qui va mettre la main à la poche aussi. Ensuite, la coopération internationale. Donc, avec la Corée du Sud, on a une collaboration très avancée dans ce domaine-là avec les programmes MIEP, MIEP 1 et 2. Et également des bailleurs comme la Banque mondiale, le FMI, certaines banques import-export, etc. Ensuite, le phénomène qui est à la mode, les partenariats public-privé. Donc, laisser donc, à un privé qui dispose des capacités financières, de l'expertise, de l'expérience, donc réaliser ces projets pour le compte de l'État et va ensuite se rémunérer donc, sur les usagers suivant les termes du contrat entre le concédant et le concessionnaire. Concédant, autorité qui délègue ce service public, qui met à disposition l'infrastructure, concessionnaire qui est chargé donc de l'étude peut-être, construction, exploitation et aussi développer donc cet outil portuaire-là.
Donc, ce sont les 4 options de financement qui sont retenues et nous espérons qu'avec donc cet ambitieux programme, le Sénégal donc pourrait gagner en compétitivité et donc du secteur routier, donc l'un des moteurs de développement. Mais cela passe par une prise conscience donc des atouts donc qui s'offrent à nous donc pour pouvoir tirer le maximum de cette manne-là. Donc je vous remercie et je reste à votre disposition. J'ai eu la chance, moi, d'être convié à cette rencontre, mais dans ce pays, donc, il y a des spécialistes avec des connaissances très pointues et qui s'activent dans l'ombre, qui abattent un travail remarquable. Et je pense que donc, si vraiment on parvenait donc, à mettre en place vraiment un cadre qui favoriserait donc, les échanges entre les différents praticiens et donc, du secteur maritime et portuaire donc, pour améliorer l'existant, étant donné que notre pays regorge donc, d'énormes opportunités, d'énormes potentialités donc, à faire valoir. Et ce serait vraiment la bienvenue si on parvenait donc, à réunir donc, toutes ces sommités donc, pour pouvoir produire un travail concret.